recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission que nous tournons d'ailleurs dans un décor totalement différent du décor que vous le savez comme vous avez l'habitude de nous regarder. Il est parmi l'un aussi pas le meilleur Premier ministre selon beaucoup d'observateurs. Sous son règne, les fonctionnaires étaient payés le 15, les militaires n'avaient pas des problèmes de soldes. Mais vous savez aujourd'hui le contexte dans le pays, ça fait pratiquement 2 mois que les fonctionnaires ne sont pas payés. Les militaires sont en train de se plaindre alors que le budget est aujourd'hui échelonné autour des 20 milliards. Son budget à lui c'était 3-4 milliards. Comment faut-il concilier ces petits budgets avec l'orthodoxie dans la paye des fonctionnaires? Qu'est-ce qui s'est passé exactement à son époque? Il parlait du cadrage macroéconomique, de la stabilité de la monnaie. On croyait que c'était chimérique, mais aujourd'hui, on a l'impression que les Congolais sont en train de vivre toute cette situation. Vous avez été nombreux à m'appeler, à gauche et à droite, les fonctionnaires, les militaires, pour que je les fasse venir sur ces plateaux, afin qu'ils partagent un peu son expérience de ce qui s'est passé, de comment ils faisaient, quelle était la magie, quelle était la recette. Madame, Monsieur, j'ai l'honneur et le privilège aujourd'hui de m'être déplacé à Londres, en Angleterre, particulièrement pour vous faire plaisir et pour recevoir un homme, celui qu'on appelait l'homme de la cravate rouge, Monsieur Matata Ponyo. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Grand merci à vous de nous recevoir ici à Londres, en Angleterre, où vous vivez. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes en séjour ou si vous vivez ici, mais l'émission est quand même tournée à Londres. Vous avez été directeur général de la BCECO pendant un moment. De 2010 à 2012, vous avez été ministre des Finances. De 2012 à 2014, vous avez été Premier ministre. 4 ans durant Premier ministre, record battu devant Kengo Adondo, devant Cyril Adoula et devant tout ce monde-là. Comment expliquez-vous cette longévité dans un poste aussi fragile où il y a beaucoup d'envie comme le poste de Premier ministre, M. Matata? Écoutez, nous devons être reconnaissants au président Joseph Kabila Kabange parce que c'est de sa volonté que nous avons été nommés ministre des Finances en février 2010 et nous avons duré un peu plus pendant plus de 2 ans, lorsqu'on a fait 26 mois et puis nous avons été aussi élevés au rang de Premier ministre. Nommé exactement mi-avril, oui, pour entrer en fonction le 9 mai. Oui, tout à fait, nous sommes devenus Premier ministre en avril et puis on a commencé à travailler au mois de mai. Et contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas 4 ans, c'est presque 5 ans, parce que nous avons fait 4 ans et 9 mois, soit le mandat le plus long. On le doit au président Joseph Kabila Kabange, parce que dans l'entretemps, il y a eu beaucoup de motions, il y a eu beaucoup d'interpellations, il y a eu beaucoup de volonté de nuire, et même de nous faire partir de cette fonction de premier ministre. Mais grâce notamment au parapluie politique. Vous devez votre longévité rien qu'au président Kabila lui-même. En fait, ça dépendait de lui. Voilà. Mais excusez-moi, je vous ai fait venir aujourd'hui pour qu'on parle vraiment des aspects un peu plus économiques avec ce qui se passe dans le pays. On disait de vous que vous n'êtes pas un politique, c'est un technocrate, un homme des bureaux. Comment un homme qui n'a pas été politique a réussi à se maintenir? Comment avez-vous réussi pendant presque 5 ans à marier la non-connaissance qu'on vous attribuait en politique et la technocratie qui était plutôt votre cheval de bataille? Je pense que tout est fonction des leadership, mais aussi de la sagesse. Parce que on peut bien être compétent, faire bien son travail, mais si on n'a pas la sagesse, on peut ne pas prendre autant d'années que nous avons eu à réaliser pendant que nous étions Premier ministre. Et je crois que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait un objectif. Il voulait stabiliser les cadres macroéconomiques, il voulait relancer
la croissance économique. Il voulait plus ou moins normaliser le fonctionnement d'une économie comme celle de la RDC, et il avait besoin d'un Premier ministre. Vous vous rappelez, il avait dit qu'il avait besoin de 12 hommes. Je pense qu'il avait trouvé à moi quelqu'un qui pouvait l'aider dans cette charge républicaine, dans cette charge politique importante qui est non seulement de stabiliser l'économie, mais aussi de redresser, mais d'inscrire l'économie dans le chemin de la modernité. Rappelez-vous que sous son mandat, nous avons dû faire parler l'économie congolaise dans le monde entier. La RDC était citée comme modèle économique au niveau du Fonds monétaire international, au niveau de la Banque mondiale, au niveau de l'Union européenne, au niveau même de la Banque africaine de développement. Au conseil d'administration de ces institutions, désormais, la RDC était citée comme un modèle. Moi-même, j'ai été invité, non seulement à Washington, à Londres, au Caire, pour parler aux étudiants des universités au Ghana. Et, parce que, en fait, beaucoup de gens ne le savent pas, Perrault, la RDC n'a pas été faite pour les Congolais uniquement. La RDC a été faite aussi pour l'Afrique, mais pour le monde. Parce que le potentiel économique, le potentiel culturel, le potentiel géographique de ce pays fait de la RDC un pays au-delà du Congolais. On parlera de tous ces potentiels. Laissez-moi vous poser peut-être cette dernière question en termes de prélude. Directeur de la BCEAO, ministre des Finances, Premier ministre, logiquement, on vous attendait comme président de la République. Kabila ne vous a pas désigné comme dauphin. C'est un couteau à la gorge. C'est parmi vos grosses déceptions de la collaboration et de l'amitié politique que vous avez eue avec M. Kabila. Non, je n'ai pas... Vous n'avez pas été désigné son dauphin avec toutes les performances qui étaient les vôtres, tout ce que vous avez fait, mais Kabila ne vous a pas choisi comme son dauphin. Non, je pense que la désignation du dauphin relevait donc du pouvoir discrétionnaire du président de la République de l'époque, le président Joseph Kabila Kabange. Et moi, je pense que nous avons mérité ce que nous avons eu. Nous avons été Premier ministre sans avoir été le secrétaire général du PPRD, sans avoir été un membre exécutif du PPRD. C'était déjà beaucoup d'être Premier ministre et d'y rester pendant presque 5 ans. Après avoir été ministre des Finances, qui est en fait un des postes aussi prestigieux dans un gouvernement, et pendant près de 26 mois. Mais je pense que le plus important, ce ne sont pas les fonctions qu'on occupe. Le plus important, Perrault, c'est ce que l'on apporte dans son pays. Et je pense, quand on fait l'inventaire de ce que nous avons apporté pour notre pays, on doit être fier de l'avoir été. On a amené la stabilité du cadre macroéconomique. Beaucoup de gens disaient qu'on ne mange pas les cadres macroéconomiques, mais aujourd'hui, les gens se rappellent qu'on peut manger effectivement les cadres macroéconomiques à travers la stabilité des prix, à travers la stabilité du taux de change. Nous avons amené, ensemble avec l'équipe, évidemment, du gouvernement, et la baisse ou carrément l'annulation de la dette extérieure. Imaginez-vous que près de 10 milliards de la dette extérieure ont été annulés. Avec le PTT, on parlera de ça parce que là, bon là... Nous avons fait la bancarisation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a fait et ça, c'est plus important que d'être dominé. Non, donc ça, c'est pas une déception. Hein, les choses devaient être claires. Loin de là. Alors, monsieur le Premier ministre, je vous ai fait venir ici à la demande de beaucoup de mes téléspectateurs qui m'ont dit que, bon, vous êtes en Europe avec Matata Pognon, les fonctionnaires sont en train de se plaindre, ils ne sont pas payés, les militaires ne sont pas payés, les médecins, les professeurs d'université. Vous savez qu'il y a un problème aujourd'hui au niveau des caisses du Trésor public qui n'arrivent pas à répondre donc à ces devoirs-là. Mais on se rappelle qu'à votre époque, les gens étaient payés le 15. On parlera de la bancarisation certainement au cours de cette émission. Alors qu'on avait un petit budget, s'il faut le dire comme ça, de 3-4 milliards, aujourd'hui on nous vante un budget aux alentours de 20 milliards, mais le pays est incapable de payer ses fonctionnaires. Matata Pognon, qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? C'était quoi la recette pour que vous réussissiez à payer les gens le 15 de chaque mois? Écoutez, c'est une réalité, effectivement. Et je vais commencer par une boutade.
un jour, une haute autorité du pays m'appelle et me dit je vais vous faire lire un message. Et dans ce message, qu'est-ce qu'il était écrit? C'était un fonctionnaire du Katanga qui lui écrivait ce message, et pour lui dire, écoutez, dites à monsieur le Premier ministre Matata d'arrêter de nous payer les 15 parce que c'est quand même trop tôt. Donc, vous comprenez que ça faisait plaisir. Mais avant de répondre à votre question, laissez-moi vous dire que la situation dans laquelle se trouve la RDC aujourd'hui, elle a été 15 ans avant l'actuel président. Donc, en 2010, quand je suis nommé ministre des Finances par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, je reçois comme mission de redresser une situation qui est quasi comparable à celle qui existe aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés. J'ai trouvé des arriérés de salaire qui, pour certaines catégories, étaient de 3 mois, pour d'autres 1 mois. Bon, bref, il y avait une sorte d'irrégularité de paye. Voilà. Il y avait une certaine congestion de la finance publique. Il y avait des arriérés de salaire, il y avait des députés provinciaux qui avaient des retards de près de 6 à 8 mois, il y avait des rétrocessions dans les provinces qui avaient des retards de près de 4 à 5 mois, il y avait des régies financières, celles qui mobilisent les recettes, qui n'étaient pas payées, et en définitive, les caisses du Trésor étaient vides. Quand j'arrive comme ministre des Finances, pour payer les frais d'émission des ministres, il faut malheureusement recourir à ce même type d'opérateur économique qu'on appelle libanais. Et rappelez-vous que l'État a dû recourir à un Libanais pour payer les salaires aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est fait aujourd'hui. Oui. Donc, c'est pas une situation nouvelle. Donc, non, vous avez hérité de la même situation qu'aujourd'hui. Mais c'est une situation que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a dû redresser. Mais justement, la question est celle-là. Et donc, quelle était la mesure? Parce que, en vous entendant parler, c'est une situation vécue, ce n'est pas une invention. Vous avez trouvé la même situation. C'est une invention, mais le problème, c'est que, comptablement, les Congolais doivent comprendre que le pays a reculé de 15 ans. C'est ça, la photographie. L'importance de cette photographie, de ce rappel, c'est que l'économie a reculé de 15 ans. Le président Tshisekedi a ramené le pays à moins de 15 ans. Et ça, c'est très dangereux. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, je sais que vous êtes professionnel. Et je voudrais que les Congolais comprennent. Je veux me référer au ministre des Finances actuel, qui est de l'UDPS, et qui répond au nom de Doudou Fwamba. Et il se trouve à Kisangani, à l'université de Kisangani. Il fait une communication, les étudiants lui posent la question, comment payez-vous les salaires de manière régulière? La réponse du ministre des Finances, de l'UDPS, de Doufouamba, j'ai fait la bonne gouvernance. Donc, ça veut dire que le paiement régulier des salaires résulte d'une gestion orthodoxe des finances publiques. En contrario, le non-paiement des salaires, en référence au ministre des Finances actuel, ça veut dire qu'il y a une mauvaise gouvernance. Donc aujourd'hui, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, reconnaît que les finances publiques sont mal gérées. Nous avons une mauvaise gouvernance. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est censé comprendre? C'est les fonctionnaires étaient payés le 15, la recette c'était, vous avez réussi à implémenter, à planter dans le pays la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça justement, la bonne gouvernance. Si c'est pas un concept pompeux pour le Congolais qui vous regarde, la bonne gouvernance, Matata Ponyo, c'est quoi pour vous? Quel est le contenu sémantique, les explications claires que vous donnez, vous, aux Congolais qui vous regardent, par rapport à ces concepts de la bonne gouvernance? La bonne gouvernance, en définition générique, parce que bon, c'est un domaine assez complexe, mais pour une meilleure compréhension, c'est l'usage rationnel des ressources dont on dispose pour atteindre un objectif donné. Usage rationnel de ressources. Usage rationnel des ressources dont on dispose pour atteindre un objectif donné.
dans le cadre de la gestion du gouvernement, nous pouvons dire que la bonne gouvernance dans le domaine des finances publiques, c'est l'usage rationnel des recettes publiques et les dépenses rationnelles pour pouvoir atteindre l'objectif de la stabilité du cadre macroéconomique, l'objectif du progrès économique. Et la notion de bonne gouvernance, pour une meilleure compréhension, renvoie aux notions d'efficacité et aux notions d'efficience. Qu'est-ce que c'est l'efficacité dans la gestion? C'est l'atteinte des objectifs escomptés. C'est-à-dire, on paye les salaires. C'est-à-dire, on réalise les travaux d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on construit les hôpitaux, on construit les écoles. Voilà la bonne gouvernance, sur base des ressources mobilisées. L'efficacité, quand on paye les salaires, c'est l'efficacité. Quand on ne paye pas les salaires, c'est la non-efficacité. L'efficience. L'efficience, c'est l'optimalité. C'est-à-dire, au-delà de l'efficacité, il y a maintenant la notion d'optimum. Comment vous payez les salaires? C'est-à-dire, quelqu'un peut dépenser $1 million pour construire 10 km. Mais quelqu'un peut dépenser $800 000 pour construire le même nombre de kilomètres. Donc, il y a l'efficience. La notion d'efficience intègre dans l'efficacité une plus-value d'un usage beaucoup plus rationnel. Donc, dans le cadre d'espèces, il n'y a eu ni efficacité, ni efficience. Donc, nous sommes totalement dans une gestion calamiteuse des finances publiques. Et laissez-moi vous dire, c'est une honte pour un gouvernement d'emprunter l'argent auprès d'un opérateur économique qu'on a enrichi. On va parler d'assurance, hein. Le gouvernement avait besoin de 70 millions. Ça, je ne sais pas, mais je vous dis, les informations. C'est ridicule lorsqu'ils ont un État. Ils ont emprunté dans les 70 millions de dollars américains pour... Mais c'est pas la première fois aussi. Oui, c'est pas la première fois, oui. Voilà. Il parlait des bons des trésors, il arrive plusieurs fois qu'il le fait. Voilà. Donc, pour vous, la situation à laquelle on assiste aujourd'hui est tout simplement les résultats d'un usage non rationnel de la gestion de la chose publique. Donc, M. Tshisekedi ne gère pas rationnellement les trésors publics, ne gère pas rationnellement le pays, c'est ce que vous voulez dire. Mais c'est ce que son ministre des Finances a dit. Il doit se référer à son ministre des Finances. Parce que quand on a posé la question à son ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui est même de l'IDPS, il a dit il paie les salaires régulièrement parce qu'il y a la bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, le gouvernement ne paye plus les salaires, c'est qu'il y a mauvaise gouvernance. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le ministre des Finances qui dit au peuple congolais que les finances publiques sont mal gérées. Je reviendrai sur la question, parce que la question de la mauvaise gouvernance a son corollaire, c'est-à-dire le détournement, juste pour savoir si vous avez également de preuves. Mais je voulais vous poser une question. En préparant cette émission, j'ai jeté un coup d'œil sur votre thèse. Je rappelle que vous avez défendu votre thèse doctorale à l'Université protestante au Congo en 2018. Le thème était croissance, gouvernance et réduction de la pauvreté en Afrique, une approche de la viabilité en long terme. En jetant un coup d'œil, je remarquais 2-3 choses, M. Matata Ponyo. Vous avez dit, pour vous, la croissance durable et l'inflation faible ne peuvent exister que si on arrive à avoir un couple, c'est-à-dire l'ajustement budgétaire de qualité et la bonne gouvernance. Donc, l'on ne peut pas avoir une croissance durable et une inflation maîtrisée si on n'a pas un couple où on ajuste budgétairement les fonds de l'État de manière qualitative, mais aussi si l'on ne met pas en place la bonne gouvernance. Donc ces deux-là sont mariés, et aujourd'hui, dans le pays, nous n'en avons pas. Vraiment, félicitations pour toutes les recherches. On voit bien que vous êtes un type de journaliste à un standard intellectuel élevé. Félicitations pour avoir pioché dans ma thèse de doctorat. Effectivement, ma thèse de doctorat a consisté à expliquer que les performances économiques, mais aussi sociales, que la RDC a réalisées, qui sont qualifiées par le Fonds monétaire, par la Banque mondiale, d'exceptionnelles. Donc, ce sont vraiment des performances qui n'ont jamais été réalisées depuis 1960. En fait, cette période, la RDC a connu un progrès qui a fait rêver le monde. Mais quel en était le secret? Ce n'était pas seulement l'ajustement budgétaire, parce que nous avons fait un ajustement budgétaire
qui a été aussi exceptionnel parce que nous avons réalisé des excédents budgétaires qui, théoriquement, devaient comprimer la demande globale et affecter négativement l'offre globale, mais à contrario, notre ajustement budgétaire a plutôt dopé la demande globale et l'offre globale parce que nous avons fait des taux de croissance économique très importants. Mais quel en était le secret? Au-delà de la politique budgétaire et monétaire qui était couplée et qui faisait un binôme magique, nous avons apporté l'amélioration de la qualité institutionnelle. Et l'amélioration de la qualité institutionnelle a remonté la confiance de l'économie congolaise et les opérateurs économiques faisaient confiance à l'État. Laissez-moi vous dire que à l'époque où j'étais au gouvernement, les opérateurs économiques étaient contents de faire les affaires avec l'État parce que l'État était redevenu crédible. L'État était crédible. Et quand vous voyez l'indice institutionnel qui a été coté à l'époque par la Banque mondiale, l'indice institutionnel de confiance de la RDC a augmenté. La corruption a diminué. L'indice Transparency International a remarqué que la crédibilité de la RDC au travers de l'indice de corruption a augmenté. Et tout ça, M. Perrault, c'était le clou de ma thèse. Donc il fallait démontrer que les performances économiques étaient réalisées non seulement du fait d'un ajustement budgétaire qualitatif, mais aussi sur base de la hausse de la qualité institutionnelle. Non, parlons justement de la qualité institutionnelle. Toujours dans votre thèse, vous dites que ces croissances économiques avaient trois fondements majeurs. Vous parlez de la stabilité du cadre macroéconomique, c'est-à-dire vous estimez qu'il faut bien éliminer les déficits budgétaires. Vous parlez de l'amélioration budgétaire combinée à des réformes institutionnelles, c'est là où vous êtes. Et vous sortez un troisième fondement quand j'étais en train de lire votre thèse. Vous dites que ces deux aspects ne peuvent avoir lieu, ne peuvent s'organiser que si vous avez une politique interne de qualité menée par un gouvernement. Donc, au centre de tout, on revient sur la bonne gouvernance, on revient sur les personnes. Mais justement, vous avez raison et félicitations pour avoir pioché dans ces thèses. Et ça vous renvoie à ces chiffres que vous avez cités. Comment, avec un budget de 4-5 milliards de dollars, on peut payer les salaires régulièrement, le 5, mais pour mémoire, c'est pour ça que j'ai décrit la situation avant, non seulement nous avons payé le 15 de chaque mois, mais nous avons résorbé les retards de près de 3 mois, voyez-vous. Donc il fallait d'abord résorber tous les retards et revenir à un paiement régulier. Mais c'est la bonne gouvernance, c'est-à-dire un usage rationnel des ressources, parce qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement les dépenses de consommation, les dépenses de prestige, les dépenses de jouissance qui prennent presque 50% des recettes publiques, alors qu'à notre époque, c'était 30 à 35%. Voyez-vous, des recettes publiques qui étaient réservées au paiement des salaires. Mais aujourd'hui, vous avez suivi l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui disait qu'il y a une prolifération d'institutions publiques au sein de il disait seulement que quand on va réfléchir après. Voilà. Il a fait même les aveux pour parler de la bonne gouvernance. Donc quand l'argent arrive, on distribue l'argent. On va réfléchir après. On va réfléchir après. Mais ça n'existait pas à notre époque. Ça n'existait pas. Et donc, les performances économiques que nous avons réalisées, c'était dû aussi à la qualité institutionnelle, à la qualité de la gouvernance, la rigueur dans la gestion. Parce que, je l'ai dit dans une émission que j'ai eue avec le très célèbre journaliste Jean-Marie Kassamba, que la hauteur du budget n'est pas un indicateur explicatif de l'efficience économique. Vous pouvez avoir 20 milliards de budget, mais si vous détournez, prenons 80% de ce budget, mais vous ne payerez pas les salaires. Vous pouvez avoir 5 milliards de dollars, comme c'était à notre époque, mais c'est utilisé rationnellement. On payait non seulement les salaires, mais on construisait les écoles, on construisait les routes. À l'époque, la ville de Kinshasa avait les plus belles routes qu'elle n'a jamais connues, avec le programme de la révolution de la modernité du président Joseph Kabila Kabange. Voyez-vous, et il y a eu même des cours cyclistes qui
qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cours cyclistes qui peuvent encore se dérouler dans cette ville? Et s'il plaît, les cyclistes peuvent se trouver pratiquement noyés, parce qu'il y a des endroits où l'eau prend pratiquement 1 mètre, 2 mètres. Donc, je pense, vous avez bien fait de vous inspirer de cette thèse de doctorat, que je recommande d'ailleurs aux membres du gouvernement de lire, parce que il ne faut pas que ça reste un domaine réservé des peurs ou lois, ça doit aussi profiter à tout le monde. Alors, Monsieur le Premier ministre, bonne gouvernance, usage rationnel de l'argent. Ici, on est, au regard de vos explications, devant le fait que cet argent est mal utilisé. Et je disais que, à vous entendre parler, l'usage rationnel a son corollaire, c'est-à-dire le détournement, quand l'argent n'est pas, ou les trésors publics est saigné. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des éléments que M. Tshisekedi, que le gouvernement, que la gestion aujourd'hui est basée sur un détournement? Est-ce que vous avez des éléments, vous, comme économiste, comme ancien Premier ministre, qu'on vole, qu'on utilise mal l'argent du trésor public? Bon, je pense que c'est un secret de polichinelle. C'est un secret. Vous posez la question, je sais pour la forme, vous êtes un journaliste et parfois vous voulez taquiner vos personnalités que vous recevez, mais qui ignore qu'il y a détournement des fonds publics dans le pays? Même la maman qui vend les ndunda au marché, qui vend les arachides, qui vend les mpiodi, il sait qu'il y a détournement. Laissez-moi vous informer qu'ensemble avec un jeune professeur, Jean-Paul Tsatsa, nous avons publié un article scientifique qui a démontré que près d'1,5 milliard de dollars américains reçus des partenaires au développement, dont le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, etc., ont été détournés. 1 milliard? Je ne dis pas 1 million. Plus d'1 milliard. Plus d'1,5 milliard de dollars. Ont été détournés par Tshisekedi et son régime. Bon, écoutez, mais l'article est là. C'est un article scientifique. Ce n'est pas un article qu'on publie dans les journaux. Non, c'est un article scientifique publié dans la revue Congo Challenge. Et cet article-là a été envoyé à la fois au Fonds monétaire, à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Et, laissez-moi vous dire, les sérieux de cet article, c'est que nous avons pris les statistiques des rapports de l'inspection générale des finances, dirigée par un homme du pouvoir, de la Cour des comptes, dirigée par un homme proche du pouvoir. Donc, ce ne sont pas des chiffres que nous avons inventés, mais les dossiers rament, pour rafraîchir votre mémoire. Ça fait déjà près de 300 millions de dollars américains. Ce dossier a été discuté au Parlement. J'étais sénateur. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, moi, je pense que, de ce point de vue, nous pouvons dire quand même, ces institutions, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, ce sont des institutions qui accompagnent. Non, mais c'est la question que j'allais poser justement, M. Matata. Est-ce que vous connaissez quand même le couloir de la Banque mondiale, du FMI, de la Banque africaine de développement. Moi, si je m'en tiens aux déclarations du ministre du Budget actuel, qui était d'ailleurs votre prédécesseur, Adolphe Muzito, aujourd'hui, la dette extérieure arrive pratiquement à 20 milliards de dollars américains, alors que quand Kabila quitte le pouvoir, on était aux alentours de 3-4 milliards. Ça veut dire qu'à 7 ans, M. Tshisekedi a endetté le pays de plus de 10 milliards de dollars américains auprès de ces institutions. Vous parlez d'un article scientifique que vous avez rédigé, mais pourquoi est-ce que ces institutions de Bretton Woods, ces institutions internationales, n'arrivent-ils pas à contraindre M. Tshisekedi à la bonne gouvernance et continuent à donner de l'argent, à endetter la République, dans un contexte où on sait que la corruption, le détournement battent leur plein dans un pays? Bon, laissez-moi vous dire que je suis personnellement déçu par le comportement de ces institutions. Parce que on ne peut pas accepter que des institutions d'un prestige aussi élevé comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, comme la Banque africaine de développement, se complaisent à accompagner un pays dans la corruption, dans le détournement. Si c'était des fonds publics qui appartiennent à la RDC uniquement, on comprendrait. Mais ici, le gouvernement congolais détourne y compris les fonds du FMI, de la Banque mondiale et de la BAD.
est-ce que ces institutions ont-ils des moyens de coercition, d'amener le Congo à adopter une bonne gouvernance? Mais justement, c'est pour ça que je vous dis que personnellement, je suis déçu. Parce que j'ai travaillé, quand j'étais directeur général du BCECO, avec la Banque mondiale. Quand j'étais ministre des Finances, j'ai travaillé avec le Fonds monétaire, la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement. Je dois vous dire que toutes ces institutions disposent en leur sein des départements d'intégrité, c'est-à-dire des départements chargés de veiller à un usage rationnel des fonds prêtés par ces institutions aux différents gouvernements. Mais dans les cas de la RDC, que ce soit le Fonds monétaire, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la BAD, mais ces institutions sont complices. Parce que des lettres ont été écrites. Est-ce que vous pensez qu'il y a la corruption? Est-ce que vous pensez que Tshisekedi les a corrompus? Ça, je ne sais pas. C'est la même plainte que les gens ont aussi avec les ONG de défense des droits de l'homme. Parce qu'à votre époque, il y avait tout le temps des rapports. Human Rights Watch a dit, tel a dit. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des violations flagrantes des droits de l'homme dans le pays. Mais M. Tshisekedi vit une sorte d'exonération, d'immunité par rapport à ça. Est-ce que vous pensez, vous qui avez quand même des entrées dans ces banques, qu'ils ont été corrompus par le pouvoir de Kinshasa? Je ne sais pas les dire, et ce serait trop osé de les dire, mais ce que je constate, et que le peuple congolais doit constater avec moi, ou le peuple congolais constate avec moi, c'est que de l'avis même du ministre des Finances, Nicolas Kazadi, le fonds reçu, une partie de ces fonds, a été détourné. Et l'article scientifique que nous avons établi le démontre. Et cet article scientifique a été envoyé au Fonds monétaire, à la Banque mondiale et à la BAD. Une lettre a été envoyée à ces institutions pour ne fût-ce que leur demander d'auditer l'usage de leurs fonds. Mais ces institutions n'ont jamais osé auditer l'usage de leurs fonds. Or, moi, quand j'étais ministre des Finances, la Banque mondiale a envoyé une mission d'audit des fonds qu'ils ont prêtés. On peut se poser la question, aujourd'hui, pourquoi les fonds monétaires, pourquoi la Banque mondiale, pourquoi la BAD accompagnent la RDC dans le détournement de leurs propres fonds? Ça, c'est une question des fonds qui peut... Et vous, les journalistes, vous devez même vous poser la question. La conclusion, c'est que ces institutions accompagnent les pays en développement dans la pauvreté. Ce qui est aux antipodes de leur mission, qui sont, en fait, leur mission, c'est d'aider le pays à sortir du sous-développement. Mais dans les cas d'espèce, elles accompagnent la RDC dans le sous-développement. Je retrouvais une de vos déclarations, je crois que c'était dans une interview que vous avez accordée au journal L'Écho en France, en 2013. Peut-être que ça pourrait justifier ça. Vous avez dit, quand un pays a vécu le drame de l'hyperinflation comme l'Amérique latine en 1980, ou l'Allemagne avec les riches marques avant la Deuxième Guerre mondiale, le démon quitte difficilement les mémoires des hommes. Est-ce que ce ne sont pas les démons que vous évoquiez déjà en 2013 ici qui ne quittent pas M. Tshisekedi? Mais justement, et c'est bien dommage, son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, a fait un effort qu'on peut dire herculien pour pouvoir sortir ces démons de la gestion économique du pays. Mais le président Tshisekedi a fourni beaucoup d'efforts pour remettre les démons de l'hyperinflation dans l'économie congolaise. Vous avez chassé les démons, lui il arrive au pouvoir, il ramène les démons, donc le pays est envoûté plein de démons, quoi. Mais c'est ça qu'on remarque. Le ministre du pays, impliqué dans la gestion économique, font un effort. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il y a dans ce gouvernement plusieurs personnes qui ont travaillé avec moi, mais qui ne semblent pas faire un effort pour se rappeler des principes de gestion, de gouvernance que nous avons appliqués ensemble. Même la Première ministre, rappelez-vous, elle était conseillère des membres du gouvernement. Toujours dans cette interview, parce qu'aujourd'hui, on parle de la question de la stabilité de la monnaie, avec notamment la dépréciation de francs congolais ou l'appréciation du franc congolais. Vous avez suivi cette sorte de surchauffe des marchés, des taux d'échange à la fin de l'année dernière. Beaucoup d'économistes disent que ça a même des conséquences aujourd'hui si on n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Aujourd'hui, c'est également ça. Vous avez dit dans ces journaux Écho, en préparant cette émission, je suis allé voir, vous dites que la stabilité de la monnaie signifie qu'il faut éviter de retomber dans les drames d'hyperinflation et de l'hyperdépréciation monétaire.
Quelle est la relation que vous faites, vous, entre ces problèmes que nous avons aujourd'hui de la paye des salaires des fonctionnaires, d'un côté, et la question de l'appréciation ou de la dépréciation de la monnaie? Parce que certains économistes estiment que c'est l'erreur que la Banque centrale a fait en injectant les dollars sur le marché d'échange pour essayer de faire apprécier la monnaie locale qui nous a mis dans cette situation. Effectivement, l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, tel que ça a été mené par la Banque centrale et les ministères des Finances, je crois que c'est une erreur professionnelle inacceptable. C'est de l'amateurisme professionnel. En fait, baisser les taux d'échange d'une monnaie par rapport aux devises étrangères, ce n'est pas une partie de jeu de ping-pong. Non. Le taux d'échange est un instrument très important de la gestion des politiques économiques. Parce que le taux d'échange, c'est un instrument de gestion de la politique monétaire au travers la politique d'échange. Et les taux d'échange constituent un indicateur par lequel le gouvernement peut chercher à rétablir les équilibres des comptes extérieurs. En fait, c'est un élément central dans les transactions entre le pays et les tiers du monde, tant au niveau commercial qu'au niveau des flux financiers. Et donc, le taux d'échange est un élément clé pour pouvoir évaluer la balance des paiements. Voyez-vous, mais on ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, on dit on va baisser le taux d'échange. Mais ce n'est pas possible. Parce que la baisse du taux d'échange ou l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain a des répercussions. Je vous donne un des éléments néfastes. Lorsque vous appréciez de manière administrative, parce qu'en fait, comme vous le savez, les taux d'échange du franc congolais ne s'est pas apprécié du fait de la solidité économique. Parce que le taux d'échange est la santé du taux d'échange est le reflet de la santé économique d'un pays. Mais donc, les deux sont liés. Les deux sont liés. On ne peut pas faire un miracle. Ce n'est pas de la génération spontanée. Mais ici, on fait de la gestion spontanée. On dit, bon, on veut baisser le taux d'échange. Et on injecte des dollars pour baisser le taux d'échange. Ce qu'il faut faire, il faut plutôt travailler la stabilité économique, la croissance économique. Il faut travailler, et c'est ce que nous avons fait. Quand nous avons stabilisé les taux d'échange pendant presque 7 ans, au taux magique de 924 que les Congolais n'arrivent pas à oublier. Parce qu'une fois, quand on faisait la campagne présidentielle, et on est arrivé à Kamituga, et les gens se sont étonnés de me voir, et on commençait à m'appeler le docteur du taux d'échange. Non, je ne suis pas docteur. Mais en fait, ils se rappellent de la stabilité presque légendaire de ces taux d'échange. On ne peut pas décider d'injecter les devises dans le marché d'échange pour pouvoir faire apprécier une monnaie. C'est une décision qui procède d'un amateurisme professionnel. Parce que la baisse comme la hausse du taux d'échange répond aux exigences des politiques économiques. La question qu'on peut se poser, mais on baisse les taux d'échange, qu'est-ce que l'on cherche? Est-ce qu'on cherche à relancer les exportations? Ou est-ce qu'on cherche à amoindrir les importations pour équilibrer les balances des paiements? Ou c'est l'inverse? Mais dans les cas d'espèce, ce qu'ils ont oublié, c'est que il y a une déconnexion du taux d'échange par rapport au taux d'inflation. Les taux d'inflation n'évoluent plus en fonction de l'évolution du taux d'échange. Il y a la théorie de la rigidité, de la baisse des prix des biens à la consommation. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les taux d'inflation, enfin les taux d'échange baissent, c'est-à-dire le franc congolais s'apprécie, logiquement, il fallait qu'il y ait aussi baisse des prix sur le marché, oui. Voilà. Qu'il y ait une désinflation et non, qu'il y ait une déflation et non une désinflation. Mais, curieusement, dans le cas d'espèce, la monnaie congolaise s'est appréciée par rapport au dollar, mais l'inflation continue. Et donc, qui perd? C'est le peuple congolais qui perd. Parce que son pouvoir d'achat, vous avez le pouvoir d'achat de l'État. À supposer que l'État gagnait, vous voyez, sur $1, l'État gagnait 2900 francs congolais. Et lorsque le taux passe à 2300, sur $1, l'État gagne 2300.
L'État perd aussi, il est perdant. Et donc l'État est perdant. Mais pendant ce temps, les prix des biens et services continuent à augmenter. Parce que j'ai bien noté, nous n'avons pas connu une déflation, mais on a connu une désinflation. C'est-à-dire une décélération de l'inflation. Mais l'inflation est là. Et donc, l'État a perdu, mais aussi le peuple congolais a perdu. Parce qu'en touchant le même franc congolais, au lieu que l'inflation baisse pour que son pouvoir d'achat augmente, mais l'inflation continue à augmenter. Vous comprenez? Et donc, c'est une décision qui procède d'un amateurisme professionnel. À mon avis, si vous me posez la question... On parlerait de la justification de cette décision, mais j'ai vu quelques extraits dans votre thèse qui sont de nature à asseoir ce que vous dites. Vous dites quelque part que la stabilité financière est bonne, mais il faut renforcer la stabilité économique. Voilà. Et vous ne vous arrêtez pas là, vous dites une politique budgétaire et monétaire prudente est indispensable. C'est là que je vais poser la question, parce que vous ne vous arrêtez pas là, vous dites la stabilité est une vertu, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. Oui. C'est ce que vous dites, vous les relevez en grand dans votre thèse, ça corrobore un peu ce que vous dites ici. Ben justement, je crois que vous vous adressez plutôt aux membres du gouvernement actuel, vous ne vous adressez pas à moi, et je crois qu'il faut les inviter à lire cette thèse, tout comme à lire les livres de politique économique dans le pays en développement que je viens de publier, mais aussi de lire les livres comment j'ai stabilisé les taux d'échange. Apparemment, les membres du gouvernement se comportent en commettant les mêmes erreurs, alors que des solutions se retrouvent non seulement dans la thèse de doctorat, dans les livres de politique économique, mais aussi dans les livres de la stabilité. Il ne faut pas faire comme l'autre occidental qui disait si vous voulez cacher la vérité à un Africain, il faut écrire dans les livres et publier. Parce que si le ministre des Finances actuel, Doudou Famba, avait lu les livres « Comment j'ai stabilisé les taux d'échange », s'il avait lu ma thèse de doctorat, que vous avez le privilège de lire tout en étant en exil, s'il avait lu les livres de politique économique, mais je crois que ces erreurs ne seraient pas arrivées. Donc, il s'agit ici d'une vertu, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un accident. On ne se réveille pas un matin, on prend 50 millions, on éjecte sur le marché d'échange et on commence à gonfler que nous avons réussi à faire apprécier la monnaie nationale. Mais c'est là la question. Est-ce que vous pensez que la mesure de baisse des taux d'échange était justifiée? Est-ce que c'était une mesure nécessaire, M. Matata? Mais ce n'était pas justifié. J'ai déjà entendu beaucoup de politiciens dire, écoutez, si je passe... si j'ai le pouvoir, je vais baisser les taux d'échange. Mais écoutez, mais le peuple congolais ne cherche pas que vous puissiez faire apprécier la monnaie congolaise sans lui donner le pouvoir d'achat. Ce que le peuple congolais veut, c'est ce que nous avons fait. Lorsque nous avons amélioré la gestion macroéconomique, nous avons contribué à améliorer le pouvoir d'achat. Le salaire était payé régulièrement et les Congolais avaient accès au crédit. Mais aujourd'hui, le gouvernement parle d'un problème technique. Mais un problème technique qui se répète chaque jour. Mais écoutez, je crois que les membres du gouvernement doivent s'arrêter de tromper le peuple congolais. Ils doivent accepter, comme le ministre Famba l'avait insinué à l'université de Kisangani, qu'il y a mauvaise gouvernance, qu'il y a des détournements de fonds publics, comme le ministre Nicolas Kazadi l'avait reconnu ouvertement, que les fonds publics sont détournés et que ce sont ces éléments de mauvaise gouvernance qui font qu'aujourd'hui, on ne sait plus payer les salaires. Mais il n'y a pas que les salaires qui ne sont pas payés, mais il y a aussi les routes qui ne sont pas faites. Il y a des embouteillages monstres, il y a des immondices inimaginables. Imaginez-vous aujourd'hui qu'il y a des maladies de toutes sortes pour les gens qui vivent à Kinshasa. À cause des immondices, les gens cohabitent avec les immondices aujourd'hui. Les gens cohabitent avec la saleté. Une petite pluie, même de faibles pluviométries, entraîne des embouteillages et des inondations. Moi, je crois que les gens doivent se rendre à l'évidence. Mais puisqu'on y est déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il maintenant travailler pour remonter le taux d'échange au niveau où il était, ou il faut plutôt continuer à travailler pour le baisser, ou il faut plutôt faire un statu quo? Quelle est la recette que vous, Matata, vous proposez? Parce que nous y sommes déjà. On est dans le bourbier, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de recette magique.
les sciences économiques sont du domaine scientifique. L'économie est une science. Ce n'est pas de la magie. Il faut laisser les forces du marché. Monsieur Pero Luara, pendant 7 ans, on a stabilisé le taux d'échange. Laissez-moi vous dire, les câbles de la théorie du marché sont plus forts que les câbles de l'administration politique. Un taux d'échange administré n'est pas un taux qui reflète les forces du marché. Ce taux-là de 2300, c'est un taux administré par des câbles politiques. Laissez le marché réguler le taux d'échange comme nous l'avons fait. Et ça, c'est au profit du peuple congolais. C'est au profit de l'économie congolaise. Parce que la théorie de la rigidité des prix, la théorie de la rigidité des salaires nominaux, et toutes ces théories-là font que le taux d'échange, lorsqu'il est administré, les autres variables économiques ne réagissent pas. Parce qu'il y a des anticipations. Mais qui ne sait pas que le taux d'échange est factice? Qui ne le sait pas? Tous les opérateurs économiques le savent, que ce taux d'échange est administré. Et le jour qu'il n'y aura plus de devises, écoutez, le cours va remonter. Et donc, il faut laisser transpirer l'économie. Il faut régler les problèmes par des agrégats, la bonne action pour les postulats économiques et non pas des interventions spontanées. Il faut remettre la bonne gouvernance et chasser le détournement et la corruption. Allez, M. Matata, on va ouvrir un peu un dossier pour parler de manière assez globale de l'économie. J'étais en train de lire, d'ailleurs en venant ici, un de vos tout derniers discours que vous faites, je crois, c'était le 12 avril 2016, où vous faisiez pratiquement le rapport de vos années au pouvoir. Mais je vois une contradiction, je me dis, mais quel était votre génie? Parce que vous reconnaissez, lors de ces tout derniers discours devant le Parlement, que lorsque vous êtes arrivé en 2012, vous avez mis en place un PAG, donc un plan d'action du gouvernement. Et vous parliez à cette époque-là de la mobilisation des recettes aux alentours de 48 milliards de dollars pendant les 5 ans. Mais au finish, vous-même, vous faites un bilan que vous n'avez réussi à recouvrer que 17 milliards, soit 47%. Mais après, je suis allé lire les rapports de la Banque mondiale, des FMI. Sur les 17% que vous avez réalisés, il y a quand même des choses qui sont très importantes. Je vais essayer de vous énumérer, comme ça vous allez nous donner votre lumière. Vous avez réussi à stabiliser et même augmenter les PIB. L'inflation moyenne qui était de 22,5 entre 2004 et 2011, vous, grâce à votre PAG, qui était de 17% seulement, plutôt de 47%, il faut le préciser, vous avez amené l'inflation à 5% et vous avez battu le record entre 2014 et 2015 au point d'amener l'inflation à 0,8%, ce qui est un record. Il y a eu des conséquences avec le pouvoir d'achat, l'espérance de vie des Congolais, selon les rapports de la Banque mondiale, sous votre direction, est passée de 55 ans à 58 ans. L'incidence sur la pauvreté, qui était de 71,5% entre 2004 et 2009, est passée de 63,3% sous votre direction. Bravo, chapeau. Et on a remarqué qu'il y a eu un bond en matière de développement de l'indicateur humain, parce que le Congo a gagné 11%. D'ailleurs, les chiffres m'ont fait froid au dos. Entre 2000, nous étions au niveau de l'indice sur le développement humain de 0,329. Nous sommes passés à 0,336 en moyenne entre 2004 et 2011. Sous votre règne, vous avez quitté le pouvoir entre 0,433 et la RDC a gagné 11 places. Comment conciliez-vous, d'un côté, un programme d'action du gouvernement que vous chiffrez à 48 milliards de dollars, 4 ans plus tard, vous ne réussissez qu'à recouvrer 17 milliards, soit 47%, avec toutes ces performances? J'étais scandalisé, moi. Non, mais écoutez, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de magie en économie. L'économie est une science. Et la bonne gouvernance, comme vous venez de le démontrer, ce n'est pas un discours, c'est une réalité. Quand vous avez une économie qui produit des résultats socio-économiques comme ceux que vous venez de citer, ça veut dire qu'il y a une volonté, qu'il y a un leadership au sommet de l'État. Il faut reconnaître que nous avons travaillé sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange et qui nous a laissé les possibilités d'opérer des réformes. Pour votre mémoire, la RDC,
pendant mon époque, a été réputée comme l'une des 10 économies les plus réformatrices au monde. Aujourd'hui, il n'y a aucune réforme qui s'est faite dans le pays. À mon époque, sous le leadership du président Kabila, la RDC a été reconnue comme l'une des 10 économies les plus dynamiques au monde. Ce n'est pas le dynamisme dont on parle ici, des béton. Bâti béton. Non. Mouatombolo. Ça, c'est le dynamisme de l'économie version professionnelle, reconnue par la Banque mondiale. Et le PNUD renchérit en disant l'indice du développement humain, pour la première fois dans l'histoire même de l'existence de cette institution, un pays fait un bond de 10 à 11 points. Ça, je peux le confirmer. Donc, vous voyez... Les Nations Unies l'ont confirmé. Depuis que l'indice existe aux alentours de 1990, c'était la première fois qu'un pays faisait un bond de 11%. Voilà. Et donc, la RDC a fait rêver le monde. Et on parlait même de l'émergence de l'économie congolaise. Donc, le secret, si ça n'était un, c'est des réformes. Il fallait faire des réformes. Et il n'y a aucune économie au monde qui peut réussir sans réforme. Les réformes sont douloureuses, les réformes sont risquées, mais les réformes sont indispensables. Et nous l'avons fait jusqu'à être reconnu mondialement comme étant l'une des économies les plus réformatrices. Moi, je pense qu'il faut que les Congolais se réveillent. Les Congolais se réveillent parce que tant que vous n'allez pas vous réveiller pour comprendre que un pays ne peut se développer que par la volonté de son peuple, qu'un pays ne peut se développer que par le courage et le sacrifice de son peuple, et non pas la jouissance. Aucun pays ne s'est développé par la jouissance. Et moi, je pense que le secret de cette performance réside dans le leadership de qualité, dans les réformes courageuses, mais indispensables que nous avons opérées, et dans l'usage rationnel et efficient des fonds publics. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la jouissance et la jouissance. Vous parlez de l'économie qui a fait du bon. Je retrouvais également une de vos déclarations quand vous étiez encore Premier ministre, répondant à un média français qui vous posait la question sur la faible intégration dans l'économie mondiale de l'économie congolaise. Vous avez dit que vous étiez conscient. D'ailleurs, à cette époque-là, je vais vous demander les chiffres, si vous pouvez nous comparer les chiffres à ce moment-là et aujourd'hui. Vous disiez que, par exemple, les volumes d'échanges entre l'Union européenne et les États-Unis et la République démocratique du Congo étaient inférieurs à 1%. Ouais. C'est-à-dire que nous étions pratiquement absents au niveau de l'influence de l'économie mondiale. Et vous avez donné comme conséquence l'absence d'une politique économique agressive et de commercialisation. Ouais. Qu'avez-vous fait pendant les 4 ans pour changer les choses? Et quel est le niveau de l'économie congolaise aujourd'hui par rapport à sa présence sur l'échiquier international et sur l'échiquier mondial? Laissez-moi vous dire que la situation a beaucoup reculé. Et aujourd'hui, l'économie congolaise, elle n'est même plus citée dans les milliers internationaux, contrairement à tous les brouhahas qu'on apprend de la part des membres du gouvernement. Mais nous avons adopté plutôt une démarche progressive. Parce que, comme je l'ai dit, une économie, il faut d'abord commencer par la stabiliser. Et j'ai toujours dit que la stabilité du cadre macroéconomique constitue les fondations sur lesquelles s'élève le mille de la croissance économique. Si vous voulez commercialiser à travers le monde, commencez par stabiliser votre économie. Vous comprenez? Parce que la stabilité, c'est la base du progrès économique. Pour que les opérateurs économiques réalisent des investissements dans votre pays, il faut que le cadre soit stable. Il faut que le cadre soit sain. Aujourd'hui, vous avez un désordre fiscal dans le pays qu'aucun opérateur économique sérieux ne peut vouloir investir. Et pourtant, nous avions fait beaucoup de progrès là-dessus. Rappelez-vous, quand je vous ai ramené à la qualité institutionnelle. La qualité institutionnelle. Ceci constituait à créer un environnement favorable à l'éclosion du système économique dans le monde. En fait, en réalité, aucune économie au monde ne peut se développer avec l'étatisme tel que ça se trouve dans notre pays. L'État est au centre du moteur économique. Non, toutes les économies
qui progressent, toutes les économies qui excellent, mettent le secteur privé au centre. Même chez les communistes comme la Chine. Mais écoutez, d'ailleurs, dans vos derniers, vous relativisez ces socialismes, mais c'est quoi, c'est voilà, vous l'avez suffisamment relativisé. Voilà. Vous avez la Chine, qui est un modèle communiste ou socialiste, mais qui intègre dans le fonctionnement de son économie des variables capitalistes. En fait, ce sont des variables d'efficience et d'efficacité. Alors, ma tante Aponio, donc aujourd'hui vous dites que nous avons reculé par rapport à là où vous avez laissé. On a pratiquement plus développé sur le plan économique. Finalement, M. Tshisekedi vous regarde, les Congolais vous regardent. Vous êtes un économiste de renom. Vous avez fait des exploits. Je parle de la bancarisation. Je parle de esprit de vie. Quelqu'un me faisait rire, il m'a dit, en préparant cette émission, il dit, ce type-là, il était peut-être un magicien, parce que quand on parlait d'esprit de mort, lui, il a amené l'esprit de vie. Vous avez amené l'esprit de vie. Vous avez amené Congo Airways, qui est aujourd'hui par terre. Il faut quand même qu'on se le dise. Quand vous partez, vous laissez 4 avions, vous laissez presque 500 bus avec esprit de vie, avec Transco. Tout ça est aujourd'hui par terre. Vous aimez le Congo, M. Tshisekedi, vous regarde aujourd'hui. Vous lui donnerez quoi comme conseil? Quand on sait également que peut-être qu'il a vu en vous une sorte de lumière, on vous a approché pour travailler avec lui, vous avez refusé. C'est aussi ça, être égoïste, ne pas aimer son pays, non? Avec toute cette expertise, peut-être que vous l'aurez mis au service de M. Tshisekedi, on n'en serait pas là. Écoutez, je ne suis pas égoïste, parce que, comme je l'ai dit, pour travailler en faveur de son pays, il faut que les conditions soient réunies. Lorsque le président Joseph Kabila Kabange m'a demandé de travailler comme son ministre des Finances, comme son Premier ministre, il m'a donné tout le dispositif et toutes les conditions nécessaires pour que le travail de qualité soit fait. Mais je crois que... Vous pensez qu'avec Tshisekedi, vous n'aurez pas eu le même cadre de travail, le même cadre de vie? Mais le cadre n'existe pas. Vous avez entendu un ministre des Finances dire quand les fonds arrivent, nous partageons. Écoutez, on ne s'est jamais partagé des fonds à l'époque du président Kabila. Jamais. Et il n'aurait jamais toléré. Vous comprenez? Donc, moi, je pense, s'il y a des conseils à donner, c'est que le président Tshisekedi doit se rappeler que la politique vient du mot politis, qui est un mot d'origine grecque. Et politis veut dire la gestion au profit des autres, la gestion de la cité au profit des autres. On n'est pas politique pour soi-même, on est politique pour les autres. Et l'objet de toute politique économique, c'est d'apporter le bonheur au peuple. Et on n'amène pas le bonheur au peuple avec l'impaiement des salaires. On n'amène pas le bonheur au peuple avec les inondations à chaque petite pluie. On n'amène pas le bonheur au peuple avec des immondices et des embouteillages monstrueux. Je crois, si j'ai un conseil à donner, c'est un peu d'humilité. Pour que on puisse remettre les choses à plat et que les ressources humaines dont regorge la RDC puissent être mobilisées afin qu'un programme de redressement économique soit monté et que le travail de reconstruction nationale puisse commencer. Parce que c'est possible, c'est pas tard. Non, c'est encore possible pour vous. Laissez-moi vous dire. On peut repartir. Laissez-moi vous dire, avec la peine dans mon cœur. Savez-vous, Perrault, je sais que vous êtes un grand chercheur et je sais que vous allez rechercher ces données. Savez-vous qu'en 1960, la RDC était au même niveau que l'Inde? Aujourd'hui, l'Inde construit chaque semaine une université. Chaque semaine. Donc, en un mois, l'Inde construit 4 grandes universités. Mais en 1960, la RDC était au même niveau que l'Inde. Est-ce que la RDC construit une université chaque semaine, chaque mois, tout ou par trimestre? Savez-vous qu'en 1960, la RDC était au même niveau que la Corée du Sud? 12e économie du monde aujourd'hui, parfois 10e, parfois 12e économie du monde. En 1960, les Coréens, les Congolais ne pouvaient pas admirer les Coréens. Savez-vous qu'en 1960, des gens quittaient l'Afrique du Sud pour se faire soigner à Lubumbashi? Aujourd'hui, ce n'est plus possible.
Mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un leadership de qualité. Il y a une gouvernance de qualité qui font cruellement défaut dans ce pays. Il faut absolument que les Congolais se réveillent, qu'ils comprennent qu'aucun pays n'a été développé par les institutions comme le Fonds monétaire, comme la Banque mondiale ou la BAD. Que la sécurité d'un pays ne peut pas être assurée par des mercenaires, par des forces étrangères ou des Nations Unies. Que chaque pays se défend par ses propres fils, sa propre armée. Que chaque économie se construise par son propre peuple, avec un leadership de qualité, avec une gouvernance de qualité. Nous n'allons pas continuer, nous, RDC, à être les derniers du monde. Est-ce que vous savez que la RDC est presque qualifiée aujourd'hui comme le pays le plus pauvre du monde? Est-ce qu'on peut être fier d'être congolais lorsque son pays est considéré comme le plus pauvre du monde? Et vous allez toujours trouver des Congolais qui, quand ils vous rencontrent, vous posent la question, est-ce que vous avez déjà condamné le Rwanda? On va parler de ça. D'ailleurs, la dernière question, matière d'économie, je vous prierai de me donner 2-3 minutes pour que je vous fasse intervenir un peu sur l'actualité politique. Après, je voudrais vous libérer. Quand vous étiez ministre des Finances, vous avez voulu et vous avez demandé que le ministère des Finances et la Banque centrale puissent signer un pacte de stabilité monétaire qui vous a été refusé. Vous êtes encore dans cette logique? Vous pensez qu'il faut commencer à faire signer le ministère des Finances et la Banque centrale du Congo un pacte de stabilité monétaire? Et comment quels sont les éléments de ces pactes? Non, je l'ai fait dans le souci d'obtenir des résultats. En fait, le leadership, Perrault, c'est les résultats. Ce qui compte quand vous aurez disparu, c'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez fait au profit de l'humanité. Dieu a créé l'homme plus intelligent que l'animal le plus intelligent pour permettre à l'homme de transformer le monde. Dieu n'a pas créé tout ce qui existe aujourd'hui. Et donc, quand on vous nomme ministre des Finances, mais vous avez un objectif précis. Quand on vous nomme gouverneur de la Banque centrale, vous avez un objectif précis. Et quand j'étais Premier ministre, j'ai réalisé que bon, la Banque centrale ne jouait pas son rôle, et pour l'amener ou le contraindre à faire son travail, qu'il fallait signer un pacte de stabilité monétaire. Bon, écoutez, si vous n'avez pas réussi, le président Kabila ne vous a pas laissé le faire. Non, écoutez, mais vous maintenez que c'est une bonne décision. C'est le Congo qui va faire signer les pactes comme ça. C'est une bonne décision parce que il faut amener chaque institution à faire son travail. Chaque responsable à faire son travail. Mais le travail d'une banque centrale n'est pas de faire apprécier de manière factice la monnaie. C'est de garantir la stabilité du taux de change, de préserver la stabilité des prix. Ça, ce sont des missions quasiment sempiternelles. On n'invente pas la mission d'une banque centrale. Les banques centrales sont universelles. Allez, un peu d'huile sur la chemise blanche de Matata Pogno. On va terminer cette émission bientôt. Premier ministre, vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez réussi, parmi les grandes réalisations, à transformer Kindu. En préparant cette émission, quelqu'un qui était au gouvernement de Kinshasa, il m'a dit, ne vous fiez pas à ces images reluisantes. C'était un tribaliste. Pour cause, Perrault, au niveau des rétrocessions, Kindu, qui n'avait que 600 000 habitants, je parle du Maniema dans son ensemble, avait 2 millions de dollars le mois, alors que Kinshasa, qui avait 12 millions, n'avait que 300 000 dollars. Comment vous, avec tout ce que vous donnez, toute cette rationalité, vous donniez à Kindu 2 millions de dollars, et à Kinshasa, qui est une sorte de grande, une sorte de mégapole, avait moins de 2 millions de dollars. Quelle était la rationalité de cette rétrocession claudicante qui donnait plus de poids à Kindu, qui était moins peuplé, qui était moins petit en termes de démographie que Kinshasa? Ça, c'est quand même de l'huile sur cette chemise que nous peignons de manière assez blanche. Matata, est-ce qu'il y a aussi un brin de tribalisme en vous? Disons. Bon, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les discours ne valent rien. Ce sont les chiffres qui parlent. Ne vous laissez pas, je sais que vous êtes un journaliste professionnel, ne vous laissez pas entraîner par des hommes qui constituent le folklore politique
et les théâtres politiques que dispose la RDC aujourd'hui. Parce que, à défaut d'arguments, ils inventent les choses. Vous ne rétrocédiez pas plus au Maniema qu'à Kinshasa, par exemple. Lisez les statistiques, parce que je n'ose même pas répondre à cette question, parce que, à mon avis, c'est une question inventée. Parce que ce n'est pas le Premier ministre, encore moins le ministre des Finances, qui décide de la hauteur de la rétrocession. La rétrocession se fait sur base de quoi? Les recettes collectées, sur base de cela, on affecte un pourcentage. Et chaque province connaît son quota. Ce n'est pas... Et vous pensez que la province du Maniema avait récolté plus que le Nord Kivu, que le Grand Kasaï, parce que ce que vous avez fait au Maniema, vous l'avez pas fait à Lubumbashi, vous l'avez pas fait chez moi au Kasaï, vous l'avez pas fait à Goma. Donc, vous voulez nous faire croire, les Congolais vous regardent, que chez vous au Maniema, vous récoltiez plus que toutes les autres provinces? Mais ce n'est pas ça qui a été fait. Moi, je crois que vous avez, au bout de 3-4 minutes, vous avez changé votre question plusieurs fois. Dans le souci de me terroriser, mais vous n'allez pas réussir. Je l'ai bien dit. Vous n'allez pas bien réussir. Un peu d'huile dans votre chemise. Voilà, laissez-moi vous répondre et je garde la même élégance professionnelle que j'avais dès le début de cette émission. D'accord, on y va. Je vous l'ai dit et je vous le répète, les rétrocessions en province se faisaient sur base des critères objectifs. Et en tant que ministre, ému par cette volonté de rester comme un modèle de bonne gouvernance, je ne pouvais pas faire des faveurs à une province. Je vous invite, parce que vous êtes professionnel, à regarder les rétrocessions, parce que ça remonte à près de 10 ans, 15 ans. Donc vous allez voir que ce que racontent ces hommes politiques et folkloristes, n'est que, en fait, vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent à pouvoir vêtir M. Matata des costumes qu'il n'a jamais portés. Visiblement, les hommes politiques ne vous aiment pas, Matata. Comment vous êtes retrouvé en politique alors qu'on a l'impression que vous n'avez pas les mêmes ADN avec vos autres collègues politiques? Mais c'est normal, Perron. La théorie des leadership dit ceci. On ne jette des pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Sachez que les jours où vous ferez la même chose que les autres, vous ne serez jamais attaqué. Les gens, quand on a vu la province du Maniema prendre du progrès, on a dit c'est parce que j'étais du Maniema. N'est-ce pas? Mais après moi, en 2016, mais le pays n'est dirigé que par les gens d'une seule province. Les Balouba, je vous confirme. Sami Badibanga était Premier ministre. Il est de quelle province? Demboujima, il est de la province du Kasaï. Chibala était Premier ministre. Il est de quelle province? Et le président Tshisekedi, il est de quelle province? Et je vous confirme qu'ils n'ont rien fait chez nous. Voilà. Et c'est depuis 2017. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Près de 10 ans. Donc ce n'est pas un problème de tribalisme. Laissez-moi vous dire que le progrès d'un pays, le progrès d'une province, procède de l'amour, procède de la volonté d'améliorer les choses. Le président Mobutu Sese Seko Kukungwendu Azabanga a fait 32 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait dans la province de l'Équateur? Quelle est l'une des provinces? Parce qu'aujourd'hui, c'est 5 provinces. Quelle est l'une des provinces qui peut se prévaloir d'avoir connu un progrès? Le Maniema, avant moi. Mais il y a eu des hommes politiques célèbres. Kitima Bin Ramazani était du Maniema, non? Alexis Tambwe Mwamba. Je vous parle de Kitima Bin Ramazani. Donc, qui était le numéro 2 du mouvement populaire de la Révolution? Chadari Emmanuel et tout ça. Je vous ajoute. Voilà. Donc, vous, en tant que journaliste professionnel, il ne faut pas vous laisser entraîner. Non, mais moi, je ne fais que poser une question, M. Matata. Mais c'est pour ça que je vous donne la réponse avec une source pédagogique pour vous permettre de sortir de ce type de piège. Parce que ceux qui ne font rien ont tendance à inventer des histoires pour faire comprendre que s'il a fait, c'est parce qu'il a fait ça, il a fait... Non, il n'y a aucun élément de tribalisme là-dedans. Il y a un problème de leadership et un problème de bonne gouvernance. Voilà. Augustin Matata, je vais vous libérer dans 3-4 minutes. L'actualité reste dominée quand même par cette affaire de la Constitution. Vous savez que le 16 février dernier, cette Constitution que nous avons dans le pays a totalisé 20 ans depuis qu'il a été promulgué. Il y a eu des colloques, il y a eu
des déclarations. Vous avez certainement suivi le colloque qui était organisé par des constitutionnalistes comme André Mbata, comme le professeur Joly, le professeur Bochab, le professeur Gaspard Gondakoy. Beaucoup ont parlé. Et on a vu qu'il y a des gens qui estiment que cette constitution a été rédigée à Liège, à l'étranger, que c'est une constitution qui n'est plus adaptée aux réalités congolaises, qu'il faut absolument la changer. Des déclarations des éminents professeurs constitutionnalistes qui rentrent dans la droite ligne de ce que le président Tshisekedi avait à son temps dit lorsqu'il parlait du changement de la constitution. Quelle est votre réaction par rapport à cette actualité? Ce que je dois vous dire, je reste professionnellement élevé, il n'y a pas une relation scientifique entre une constitution et le progrès économique. Ça n'existe pas. Je n'ai pas fait les droits, mais j'ai fait l'économie. Laissez-moi vous dire qu'il existe des pays qui n'ont pas de constitution. Mais ces pays progressent. Mais nous tombons dans ce qu'on appelle la malédiction de la constitution. Chaque fois, quand on veut rester au pouvoir, on dit que la constitution est mauvaise. Mais quand on accède au pouvoir, on a une mission précise. C'est contribuer au progrès du peuple. Sur base de la constitution existante qui vous a fait passer au pouvoir. Tous ces pays qui progressent, ils ne disent pas qu'ils progressent sur base de la constitution. Ils disent qu'ils progressent sur base de la politique et économique. La politique économique est entendue comme l'ensemble des moyens mis en œuvre au niveau budgétaire, au niveau monétaire, au niveau structurel, pour faire la croissance économique, créer des revenus et distribuer les revenus. La Constitution n'y est pour rien. La Constitution n'y est pour rien. Mais quand on veut, tout le monde sait aujourd'hui que le président Tshisekedi veut changer la Constitution pour se donner encore d'autres mandats. Même en laissant l'article intact qui limite les mandats, mais en disant que c'est une nouvelle Constitution. Mais on connaît tout ça, parce qu'il n'est pas le premier à pouvoir inventer les changements de la Constitution. Mais ce que moi je dois dire, c'est que il faut éviter de traumatiser le peuple congolais. De faire croire que si on ne réalise pas les paiements réguliers des salaires, c'est parce que la Constitution est mauvaise. Si on ne sait pas mettre la propriété dans la ville de Kinshasa, c'est parce que la Constitution est mauvaise. S'il y a des embouteillages, c'est parce que la Constitution est mauvaise. Mais quand même, entre nous, quel est l'impact d'une Constitution sur les détournements? Mais par contre, il y a une relation de cause à effet entre le niveau de corruption et le progrès économique. Entre le niveau de détournement et le progrès économique. Mais la relation entre la Constitution, j'ai vu des gens inventer même des durées moyennes de vie. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, Platon disait, le leadership égale vertu. Et Socrate est allé même loin pour dire, les leaders, c'est-à-dire les dirigeants, doivent être des philosophes. Vous savez, quand on est intellectuel, professeur d'université, et qu'on manque des boussoles de valeurs, des boussoles de vertu, on devient un sorcier. On devient un sorcier. Parce que la science est fondée sur des valeurs. La science est fondée sur des principes. Mais quand on commence à inventer des théories pour justifier le changement d'une constitution, c'est de la sorcellerie. Ça, sans concert, ce n'est que rue de l'âme, Voilà. disait notre pasteur. Allez, on boucle vraiment la toute dernière question. C'est comme j'ai dit, je voulais vraiment que cette émission soit essentiellement économique au regard de la question d'actualité avec ces problèmes des paiements de nos fonctionnaires. Il y a la guerre dans l'Est de la République. D'ailleurs, pas plus tard qu'avant-hier, vous avez certainement suivi, tous les médias en ont parlé, la mort du porte-parole de l'FCM 23, M. Willy Ngoma. Il y en a qui estiment qu'il faut absolument user de la force, soutenir la FCM 23 pour chasser M. Tshisekedi. D'autres estiment qu'il faut aller à un dialogue. Quelle est la recette de M. Matata pour qu'on termine avec tout ça? Qu'est-ce que le pays doit faire pour se sortir de cette situation d'insécurité, notamment de cette guerre dans l'Est de la RDC? Bon, je pense que le dialogue reste le chemin incontournable. Parce qu'aujourd'hui, on voit très bien que le président Tshisekedi ne sait pas tracter la machine économique. Il ne sait pas tracter la machine économique. Son prédécesseur lui a laissé un pays unifié. Aujourd'hui, le pays n'est plus unifié. Son prédécesseur lui a laissé des routes,
mais les routes n'existent plus. Son prédécesseur lui a laissé une compagnie aérienne, la compagnie n'existe plus. Lui a laissé une compagnie de transport, la compagnie n'existe plus. Bon, bref, tout ce qui lui a laissé son prédécesseur n'existe plus aujourd'hui. L'unité du pays est hypothéquée. Et je pense que la voie royale, la voie républicaine, la voie patriotique à suivre, c'est le dialogue national et inclusif qui permet à tous les opérateurs politiques qui sont représentatifs de la population, que vous le vouliez ou non, quand Matata vous parle, mais il a une base sociologique. Le maniement fait partie de la RDC. Et donc, moi je pense qu'il faut absolument que les dialogues soient organisés le plus rapidement possible. Mais il n'est pas contre. Il dit qu'il dialogue à Kinshasa, mais pas avec des gens qui ont les sangs entre les mains, pas avec des gens qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda. Tshisekedi n'est pas contre. Donc vous êtes sur la même longueur d'onde apparemment. Mais, Pero, on peut tuer de plusieurs façons. Ceux qui sont à Kinshasa, qui sont tués parce que le gouvernement n'est pas à mesure d'assurer la sécurité. Mais ils meurent, non? Chaque fois quand il y a inondation, mais les gens meurent, mais on tue aussi. Il y a des gens qui meurent de la faim, il y a des gens qui meurent de la tuberculose, il y a des gens qui meurent de la malaria, parce que le gouvernement n'est pas à mesure de garantir la sécurité, la santé de la population. Donc, moi je pense qu'il faut voir des choses de manière holistique. On tue aussi par l'incapacité à assurer la sécurité, à assurer la santé, à assurer la circulation, mais plusieurs personnes meurent dans la partie dirigée par le gouvernement. Je pense que pour que ce dialogue porte des fruits, il faut qu'il soit inclusif. Mais vous savez, tous ces procès folkloriques, politiques, moi par exemple, je vous ai dit que je n'ai pas été jugé parce que le droit qui a été utilisé, ce n'est pas le droit congolais, c'est le droit kassaïen. Vous l'avez dit. Monsieur Matata Ponyo, grand merci à vous de la disponibilité et d'avoir accepté de nous recevoir ici à Londres, en Angleterre. Et à chaque fois que notre public et la population voudra vous avoir et avoir votre lumière, nous vous prions d'accepter d'être aussi disponible comme vous l'avez été aujourd'hui, de nous ouvrir les portes pour que vous parlez à ces publics. Grand merci à vous. Merci de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était donc Monsieur Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Avec lui, on a fait essentiellement la lecture d'actualité dans son pan économique, parce que vous savez que le pays traverse quand même des moments très très compliqués sur le plan économique, avec de retards qui s'échelonnent, en termes de salaire des fonctionnaires et des militaires. Vous avez eu sa réaction. Vous pouvez nous contacter au numéro que vous voyez affiché au bas de vos petits écrans. Grand merci à l'équipe technique qui m'a aidé, qui a fait ces voyages avec moi. Je pense ici à Docta. Grand merci à toi, Docta, et à notre ami Jason qui est toujours là de tous les temps et de tous les jours. Je vous retrouve pour d'autres numéros de cette émission sur ce plateau. Restez branchés sur nos programmes et à la prochaine. Grand merci et bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.